avons la chance de recevoir Rémi. Rémi, j'ai peur de mal prononcer votre nom. Giachetti. 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 Voilà, je n'ai jamais fait d'italien, donc Moi non plus. de la Chambre d'eau qui va nous parler de l'intermittence du spectacle et plus particulièrement de l'emploi des intermittents du spectacle. Mais comme à l'accoutumée, nous commençons notre webinaire par la présentation de BGE, vos BGE Picardie, vos humbles serviteurs qui co-animent cette réunion. Donc, BGE Picardie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une SIC qui a pour principal objectif d'accompagner les porteurs de projets. Et nous sommes l'équipe ESS. Nous sommes au nombre de 3 sur la région Picardie. Je m'excuse, j'ai la Céline Coulon qui essaie de rentrer, qui me prend mon écran, voilà. Vas-y, fais ton truc, je m'en occupe. Ouais, ok. Donc, Hélène Rouzet, qui est en charge de l'accompagnement des porteurs de projets d'économie sociale et solidaire sur l'Oise. Célestin, qu'on vient d'entendre en voix off, l'homme polyvalent de l'équipe qui sait tout faire au niveau technique, mais qui est surtout lui aussi chargé de mission ESS et cette fois-ci sur la Somme. Et moi-même, chargée de mission, donc ESS, sur le département de l'Aisne. Je précise qu'Hélène Rouzet est responsable de notre équipe et qui est en fait est aussi adjointe de 2 autres personnes sur le DLA. Alors, qu'est-ce que le Starter ESS sur la région Picard? C'est quoi? C'est un accompagnement individuel, je viens de vous en parler. C'est aussi une réelle volonté de travailler en réseau, d'être une réelle des acteurs de transversalité sur l'accompagnement des porteurs de projets en économie sociale et solidaire. C'est aussi développer tout ce qui peut être accompagnement collectif et c'est un exemple, entre autres, un webinaire est des bons exemples de l'accompagnement collectif que l'on pourrait faire. Et c'est l'organisation aussi d'événements ESS. Et là aussi, un webinaire, par exemple, c'est un bon exemple. Vous avez la possibilité de nous contacter via cette adresse mail, mais pour les porteurs de projets qui nous connaissent, vous connaissez les adresses email de chacun de vos accompagnateurs. Le téléphone, c'est un standard, mais vous êtes automatiquement rebasculé sur les chargés de mission correspondant à vos territoires. Quelques petits rappels de règles de bon usage pour l'utilisation de Teams et nos conseils. La première chose, c'est lorsque vous ne vous exprimez pas, merci de couper vos micros. Ensuite, sur la prise de parole, vous avez en haut, sur la bande tout en haut, sous webinaire intermittence du spectacle, vous devez voir apparaître des petits icônes. Et entre autres, vous en avez un petit smiley avec la petite main levée. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce petit smiley ou éventuellement juste à côté, mais un petit peu en avant, vous avez le chat. Donc ça, et l'un d'entre nous, de toute façon, prendra connaissance, soit vous répondra en direct sur le chat, soit attendra que Rémi ait fait sa petite pause et on formulera les questions pour vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon. Ah, si, j'ai une petite main levée là, c'est Céline. Céline, je vous écoute. Vous voyez un message, Céline? Non. Bon, Céline a dû faire un essai, je pense, je ne sais pas. Je donne la parole à Rémi, qui va nous se présenter et présenter le déroulé de ce webinaire qui devrait se terminer vers 18 h. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est moi qui vais donc vous parler un peu de la question de l'emploi des artistes et notamment des intermittents quand on n'est pas, quand c'est pas notre métier. J'ai un petit PowerPoint que je vais vous présenter. Juste avant de vraiment commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais présenter un petit peu qui je suis.
Donc moi, je m'appelle Rémi Giachetti, je travaille pour une association qui s'appelle la Chambre d'eau. La Chambre d'eau, c'est un lieu culturel, un lieu de résidence d'artistes qui est basé dans l'Avesnois, dans le département du Nord. Donc on a une programmation artistique assez variée de spectacles vivants, mais aussi d'art visuel, notamment basée sur la résidence, c'est-à-dire l'invitation d'artistes à venir dans le territoire pendant plusieurs semaines ou mois. Et on a aussi, depuis de nombreuses années, une mission d'accompagnement de porteurs de projets culturels sur l'ensemble de la région Hauts-de-France et principalement sur des projets en milieu rural. Donc voilà, donc on fait, au même titre que la BGE le fait localement et sur tout type de projet, nous on le fait uniquement sur des projets culturels et principalement sur cette question de la ruralité. Donc, avant de commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet, je voulais aussi savoir un peu à qui je m'adressais. Donc, je vais vous donner la main chacun votre tour avec l'idée vraiment de dire en quelques mots qui vous êtes et quel est votre projet et puis surtout qu'est-ce que vous attendez un peu de ce webinaire pour qu'on puisse vraiment répondre à vos attentes et pas taper complètement à côté. Donc, je vais arbitrairement prendre la liste des participants attendez, et du coup, je vais pouvoir vous donner la main chacun votre tour. Donc déjà, j'arrête le partage. Et donc, je vais demander à Cécile Coulpier de prendre la parole. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez. Ah, oui, vous allez me voir. Donc, je me présente, je suis Cécile Coulpier, je coordonne un réseau de bibliothèques pour la communauté de communes des Villes Sœurs, donc qui est partenaire de BGE de longue date. C'est comme ça que j'ai eu connaissance de ce webinaire. Donc, effectivement, en tant que bibliothécaire, j'organise plusieurs actions culturelles dans l'année et donc j'ai régulièrement l'occasion de faire appel à des auteurs, à des illustrateurs, mais aussi à des compagnies théâtrales, à toutes sortes d'artistes. Donc j'essaye de me tenir au courant de la législation en la matière et puis des différentes manières d'organiser les projets. Donc pourquoi je vais participer à ce webinaire? C'est simplement pour voir s'il y a des évolutions, des choses dont je n'aurais pas connaissance et voilà, entretenir mes connaissances en la matière. D'accord, merci beaucoup. La personne suivante, c'est Cyril Brunel, qui vient tout juste d'arriver, donc peut-être qu'il n'a pas forcément entendu quelle était la consigne. L'idée, c'est de présenter en quelques mots qui vous êtes, votre projet, et puis ce que vous attendez un peu de ce webinaire. Donc, si vous pouvez prendre la parole. Ah oui, bonjour, oui, je viens juste d'arriver. Donc moi, je m'appelle Cyril et en fait, voilà, j'ai comme projet d'ouvrir d'être à mon compte dans l'enseignement musical et ainsi aussi d'offrir des prestations musicales dans les centres, dans les EHPAD, dans les centres pour handicap et ensuite de continuer dans ce domaine en indépendant pour le moment. D'accord. Donc la personne suivante, c'est Edith Méraud. Oui, donc bonjour à tous. Moi, je suis Edith Méraud, je me situe dans l'Aisne et j'ai comme projet la création d'une épicerie locale et vrac dans mon village. Et autour de cette épicerie, je voudrais justement animer ce village en proposant des animations. Donc, je suis curieuse de voir qu'est-ce qui se propose autour qui peut être rattaché au commerce. Voilà. Merci pour ces réponses. J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. Ouais, malheureusement, ouais, il y a des gens qui ont des difficultés pour se connecter. Normalement, on devait être une dizaine. Là, il y a Céline Coulon qui essaye de se reconnecter. Donc, je suis désolé, Rémi, mais là, c'est un peu compliqué. Donc, oui, Pas de effectivement, souci. tu as fait le tour. En tout cas, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive en cours de route, n'hésite pas à me couper et à me le dire pour qu'on prenne le temps de l'accueillir et de lui proposer aussi de se présenter si c'est possible. Rémi, j'ai oublié de préciser aux personnes présentes que nous sommes en train d'enregistrer et que, comme d'habitude, l'enregistrement sera sur YouTube, mais destiné uniquement aux personnes qui auront participé au webinaire. Ce ne sera pas un enregistrement public. Voilà. Très bien, merci pour cette précision.
Je voulais vous proposer de commencer par un petit quiz pour essayer de voir justement un peu où vous en êtes dans vos connaissances sur les questions dont on va parler. Donc pour ça, je vais vous mettre dans le chat un lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer et vous pourrez ainsi participer au quiz. Donc en fait, il faut aller sur le site de Kahoot, c'est Kahoot. Je peux vous le mettre dans le chat, ce sera plus facile. Et une fois sur ce site, je vais vous donner un numéro pour rejoindre le quiz qui vous permettra d'y participer. Alors bon, il y a une petite musique d'attente, je suis désolé. Vous entrez le numéro du quiz et puis votre nom et vous verrez apparaître, vous allez apparaître petit à petit. Alors la musique, on ne l'entend pas, Rémi, et on a de la chance. Voilà. Peut-être pas plus mal qu'on ne l'entende pas, effectivement. Exactement. Vous avez éventuellement des difficultés pour rejoindre, il ne faut pas hésiter à parler directement, afin qu'on puisse vous aider. Pour que ce soit un peu plus fun, qu'il y ait un peu plus de joueurs, je me mets dessus aussi. Oui, allez-y. Vous êtes les bienvenus aussi. J'imagine que Super Madeleine, c'est Cyril pour compléter la liste, ou je me trompe complètement. Non, pas du tout. Là, je suis en train de chercher pour le code, en fait, tout simplement. D'accord, ok. Mes collègues m'auront reconnu, hein. C'est Hélène Rouzet, les Madeleines, c'est mon péché mignon, et donc c'est moi. D'accord, bienvenue Hélène. Il y a un souci peut-être Cyril ou... Ouais, ça n'a pas l'air de fonctionner pour le moment. Ah. Je retente. Oui. Après, Cyril, si je peux me permettre, tu as un téléphone à portée de main? Ouais. Parce que moi, en bah, fait... c'est avec mon téléphone, ouais. Ah bah voilà, parce que moi, j'ai mis en place sur mon téléphone, c'est plus pratique. J'aimerais savoir si c'est normal que moi, ça reste bloqué sur tu as réussi. Tu vois ton pseudo à Oui, l'écran. oui, c'est normal. Ah, normal. On attend de lancer les choses. Oui, c'est pas de souci. D'accord, merci. Ouais. Apparemment, il y a un problème de code. Apparemment, c'est pas reconnu. Est-ce que tu peux nous dire sur quelle adresse email tu es? En fait, j'ai pas d'adresse email avec ce compte, c'est avec mon numéro Pas de téléphone. d'email, de site internet, l'adresse du site internet, pardon. Ah, l'adresse du site. Bon, je regarde. C'est kahoot.it. C'est bon. Ouais. Et donc, tu vois quoi? En fait, il me demande un code et lorsque je rentre le code, c'est noté que c'était pas accepté en fait.
Ouais, tu devais avoir une erreur dans les chiffres alors. D'accord. Dis-le si tu Ouais, veux. c'est parti, ouais. C'est bon, C'est ça parti. fonctionne, ouais. Super. Ouais, je te vois en effet. Bon, on va pouvoir démarrer. Il y a 2 édits, donc j'imagine qu'il n'y a qu'un des 2 comptes qui va être utilisé, mais c'est pas très grave. On est parti. Vous voyez à l'écran quelque chose? Non, j'ai pas vu de question. Vous avez rien? Non, on n'a pas les questions. On a par contre les propositions de réponse déjà sur nos téléphones, mais à l'écran, on n'a pas. Et le temps est écoulé, ça y est. c'est tout. Ouais, exactement, ouais. Ouais, Rémi, je pense qu'il faudrait que tu lises les questions et que tu dises les couleurs en rapport. Alors, il faut remettre le code PIN par contre, hein, du coup. On a été expulsés du. Ouais, du coup, je l'ai arrêté. Oui, mais en fait, je sais pourquoi. C'est parce qu'il fallait cocher un truc que j'avais oublié. Voilà, je recommence. Je suis désolé. Donc, je vais vous redonner un code PIN et voilà. Ah, c'est un autre? Oui, oui, il change le code à chaque fois. Voilà. Je l'ai remis dans le chat. Donc, c'est le 160 46 75. Il y a une Lola, c'est peut-être quelqu'un qui a pris un pseudo. J'ai changé, oui. J'ai pris. Donc, il ne manque plus que Edith, si je ne dis pas de bêtises, qui hoche la tête, donc elle arrive. Hein. Elle s'appellera 160 46 75. Bon, on est reparti. Normalement, là, vous devriez voir les questions. Si vous ne les voyez pas, dites-le moi tout de suite, je vous les dicte. Je vous le dis. Vous les voyez là? Oui. Non. Non? J'ai 2 réponses. Si, on les voit. Ah oui, Si, on les voit. ah, ça y est, ça y est. Bon, ça, c'est une bonne réponse pour tout le monde. Alors pour le score, mais ça c'est pas très important, c'est le plus rapide qui gagne. Oh, c'est super important, Rémi. 4 bonnes réponses, effectivement. Bon, je répondrai ensuite, hein, j'expliquerai ensuite dans mon PowerPoint enfin, toutes les réponses à ces questions, mais au moins ça me permet de voir où vous en êtes.
Alors, il y a 2 bonnes réponses là, hein. La bleue et la verte étaient des bonnes réponses, les 2 autres sont fausses, mais de toute façon, beaucoup ont choisi la une. Oh, je sais pas du tout. Non. Personne n'est bon là. De toute façon, sur la 4e, c'est bien. C'est intéressant parce qu'alors là, vraiment, moi, je fais au hasard, hein. Ah, Céline. Il y a quand même quelques bonnes réponses. Alors, on verra après si c'est au hasard ou pas. Mais... En tout cas, pour l'instant, c'est Cécile qui est en tête. Voilà. Ouais, une seule bonne réponse. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Hein, toujours Cécile, décidément. Et par exemple, c'était quoi la bonne réponse là? Là, c'était attends, mais, c'était faux, oui. Faux. Ah, j'ai pas vu la question. Alors, réapparaît en haut. Ouais, c'est bon. Oh, n'importe quoi. Donc là, effectivement, c'est 507 heures. Pareil, hein, je donnerai les détails tout à l'heure, hein, mais c'est pour... donc, quand même de bonnes réponses, dont Cécile, a priori. Alors ça. Ouais, une seule bonne réponse. C'est effectivement 12 heures pour un cachet. Ah. Et la dernière question, donc, Cécile est toujours en tête. La dernière question. Ah, dis donc. Oui, je vous expliquerai effectivement dans quel cas on peut s'en servir, mais c'est bien un dispositif simplifié pour les employeurs occasionnels d'intermittents. Ça s'appelle le guichet unique du spectacle occasionnel. Donc voilà, on va voir qui a gagné quand même. C'est important. Cyril est 3e. Deuxième, c'est Cécile. Première est donc Super Madeleine qui a rattrapé. Yes, yes, Super Madeleine. yes. J'ai aucun mérite, hein, franchement. Mais j'attends de mon équipe d'avoir un nouveau paquet de Madeleine, par contre. Merci beaucoup. Quel parfum. Ah, chocolat, bien sûr. Bon, juste ce petit quiz, effectivement, ça me permettait déjà de vous introduire un peu quelques notions et puis aussi de voir un peu où vous en êtes dans ces connaissances-là. Donc pour reprendre un peu le fil, juste ce que je précise au début, c'est que effectivement on va parler de l'intermittence, mais on va aussi parler d'un autre statut qui est le statut d'artiste-auteur, puisque c'est un statut que vous allez peut-être rencontrer régulièrement dans vos interventions. Notamment, c'est Cécile hein, qui travaille dans une médiathèque qui parlait de faire intervenir des auteurs, des illustrateurs, tout ça. C'est sûrement un statut qu'elle a déjà croisé et c'est assez intéressant.
Alors pourquoi on a voulu faire un webinaire sur cette question? Parce qu'effectivement, ça arrive souvent qu'il y ait des associations, des porteurs de projets qui ont envie de quand même travailler avec des artistes et dont forcément, c'est pas forcément leur but premier, puisqu'ils peuvent être, voilà, vous avez donné l'exemple d'une épicerie, mais ça peut être aussi des tiers-lieux, ça peut être des espaces associatifs voilà, qui peuvent être type centres sociaux ou ce genre de choses, qui à un moment donné vont se dire, tiens, on a envie d'organiser un événement, on a envie de faire telle ou telle action qui nécessite la présence d'un artiste professionnel, hein. Je précise bien qu'on parle là d'artistes qui veulent en faire leur métier. Donc, du coup, il se pose plein de questions. Qui on peut inviter, comment on peut les inviter, comment on les rémunère, etc. Et en fonction de leur statut juridique, en fonction de leur pratique aussi, ça a des incidences assez importantes, puisque un artiste du spectacle vivant n'est pas payé du tout de la même manière qu'un artiste des arts visuels ou qu'un auteur. Donc c'est un peu ce qu'on va voir à travers ce webinaire, les différents types de statuts et surtout ce que ça implique pour vous en tant qu'invitant, puisque c'est à vous qu'on s'adresse. Alors, voilà, je vais dérouler un peu un PowerPoint, mais n'hésitez surtout pas à m'interrompre si vous avez une question, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, si vous voulez des précisions sur telle ou telle chose, n'hésitez pas. Soit vous prenez la parole directement, soit vous mettez la petite main, mais je le verrai moi peut-être pas forcément. Donc dans ce cas-là, si Célestin, Hélène ou Marie-Laure, vous voulez m'interrompre pour laisser la parole à quelqu'un, n'hésitez pas. Donc, on va commencer par l'artiste-auteur, puisque c'est un statut qui est quand même assez simple, en ce sens où il correspond à des choses que vous croisez peut-être déjà régulièrement. Un artiste-auteur, tout d'abord, c'est un indépendant, c'est-à-dire que vous n'allez jamais salarier un artiste-auteur, ou en tout cas pas en tant qu'artiste-auteur. Il va vous facturer quelque chose, ça va être quelqu'un qui va intervenir sous forme de prestation. Un artiste-auteur, c'est quoi? En quoi ça le différencie, par exemple, je sais pas moi, d'un charpentier ou je ne sais quoi? C'est que c'est quelqu'un qui cède les droits des œuvres qu'il a créées. C'est-à-dire que, pour vous expliquer en quelques mots, quand on crée une œuvre, la personne qui le crée a sur cette œuvre deux types de droits. Le droit moral et les droits patrimoniaux. Le droit moral, c'est vraiment ce qui lui lie à cette œuvre. C'est-à-dire que cette œuvre, c'est à son nom, c'est lui qui l'a créée, et ça, personne ne peut rien y changer, et personne, même lui, ne peut pas, il peut renoncer à cette œuvre, il a le droit, mais il ne peut pas changer le nom de l'auteur. Et il y a tout ce qui sont les droits patrimoniaux. Ça, c'est l'utilisation des œuvres. C'est-à-dire que l'œuvre, elle peut être exposée, elle peut être vendue, on peut vendre l'objet, on peut la présenter dans un festival, on peut en faire plein de choses. Et ça, c'est à ce moment-là qu'il cède ses droits patrimoniaux à telle ou telle personne ou à telle ou telle organisation. Et pour ce faire, il peut facturer la cession de ses droits. C'est pour ça que quand on invite un artiste à faire une exposition, on lui paye il nous cède des droits de présentation de son œuvre. Donc dans ce cas-là, il fera une facture de cession de droits. Donc un artiste-auteur, ça correspond à quel métier concrètement? C'est principalement les artistes des arts visuels, donc des arts plastiques, un écrivain, un traducteur, un illustrateur, un compositeur, les réalisateurs de cinéma aussi sont des artistes-auteurs, les scénaristes, les photographes, toutes les œuvres qui produisent un objet qui peut être cédé. Comment ça fonctionne concrètement? Son statut, c'est un statut donc individuel, c'est un indépendant. Il va pas pouvoir embaucher des salariés dans le cadre de son statut d'artiste-auteur. En fait, il va avoir un statut en termes de, c'est pas du tout la même chose, hein, mais en termes de contraintes administratives assez proches de la micro-entreprise, puisque ça ne demande pas non plus des déclarations extrêmement importantes, et en termes aussi de cotisation auprès de l'URSSAF, c'est à peu près les mêmes montants. Mais il va devoir s'affilier à l'une des deux caisses principales des artistes-auteurs, que sont l'AGESA ou la Maison des artistes, et ça dépend vraiment de son domaine d'activité. C'est-à-dire que les artistes plasticiens, ils sont pour la plupart dans la Maison des artistes qui correspond vraiment à leur champ de pratique, alors que tout ce qui est plutôt graphiste, métier du cinéma, de l'écriture, etc., c'est plutôt au niveau de l'AGESA.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit dans l'histoire et qui est pas, voilà, qui est plutôt de l'ordre du détail pour vous, mais c'est juste pour que vous soyez au courant de comment ça fonctionne. Maintenant, de toute façon, toutes ces caisses-là, elles ont été réunies et centralisées au niveau de l'URSSAF. C'est l'URSSAF qui va prélever les cotisations et qui va ensuite les reverser aux différentes caisses. Donc, je l'ai expliqué, sa rémunération, lui, comment il vous présente des choses, c'est sous forme de facture. Il va vous faire une facture de cession de droit et il va cotiser donc auprès de l'URSSAF des montants autour de 17,35% de son chiffre d'affaires, enfin de son brut, qui vont passer dans les charges sociales. Alors, il peut bénéficier, donc c'était une des questions, il peut bénéficier effectivement de la sécurité sociale s'il a un chiffre d'affaires supérieur à 9 000 euros. En fait, c'est pas exactement 9 000 euros, c'est 900 heures au SMIC. Donc chaque année, ça évolue un petit peu, mais en tout cas pour l'instant, c'est grosso modo 9 000 euros. Donc ça veut dire qu'en dessous, il n'a pas le droit aux aides de la sécurité sociale. Et il peut effectivement valider des trimestres pour la retraite, mais il faut qu'il prouve qu'il a un chiffre d'affaires supérieur à 1500 heures, 150 heures au SMIC, donc environ 1500 euros par trimestre. Et ça, c'est une question, c'est un élément important pour vous, c'est la liste, c'est ce qu'on appelle les activités accessoires. C'est-à-dire qu'un artiste, pour être artiste-auteur, dans le cadre de son statut d'artiste-auteur, il ne peut que céder ses droits. C'est-à-dire que son seul métier, son seul revenu, c'est de vendre des œuvres ou de les mettre à disposition, donc de les, entre guillemets, les louer. Pour une exposition, il va les louer à une galerie, il va les louer à un musée, il va les louer à un centre d'art, etc. Et il va pouvoir aussi les vendre soit à des particuliers, soit aussi à des musées ou à des fonds d'œuvre. Ça, c'est vraiment le revenu principal d'un artiste. À côté de ça, il peut avoir quelques activités qu'on appelle donc accessoires et qui sont forcément liées d'une manière ou d'une autre à ses œuvres. C'est-à-dire qu'il peut, autour d'une exposition, faire un atelier parce qu'on considère, en lien avec l'œuvre qu'il a créée. Il peut aussi parfois intervenir sur l'œuvre d'un autre. Donc je vous disais tout à l'heure que comme c'était un indépendant, il ne pouvait pas rémunérer un autre artiste. Mais par contre, un artiste peut facturer à un autre artiste pour l'avoir aidé à une construction parce que cette installation-là, elle demandait beaucoup de temps de travail, beaucoup d'investissement. Elle avait besoin aussi de plusieurs compétences. Quelqu'un qui a besoin quelqu'un qui est plutôt dans le numérique, qui va faire appel à un autre artiste du numérique. Donc ça, c'est aussi une activité accessoire possible. Si vous voulez la liste précise des activités accessoires qu'un artiste peut faire, je vous ai mis le lien, vous pourrez aller voir. Ça vous permet, vous, en fait, de savoir ce qu'un artiste a le droit de faire ou pas concrètement avec son statut d'artiste-auteur. Est-ce que ça, c'est à peu près clair pour vous ou il y a des questions à ce niveau-là? Bonjour Jean-Marie, bienvenue. Ah, un nouveau venu. Oui, bonjour. Excusez-moi de mon retard. Merci beaucoup. Tant que vous avez la parole, je vais vous demander en 2 mots de dire qui vous êtes et ce que vous venez chercher dans ce webinaire. Alors, du coup, je suis Jean-Marie Sirot. Je suis président de l'association Grande Oise qui développe de nombreuses actions culturelles dans le département de l'Oise. Et du coup, effectivement, on travaille régulièrement avec des artistes. On est amené, en tout cas, à recommencer à travailler massivement avec des artistes parce que du coup l'association était en pause liée à la pandémie ces 2 dernières années et donc du coup voilà quoi, licence d'entrepreneur du spectacle est en cours, plein de belles choses en tout cas et notamment ces questions sur la rémunération des artistes qui vient bien entendu compléter en tout cas nos compétences. Donc voilà. Très bien, merci pour ces précisions. Nous avons également... Pardon. Ah pardon, non, Jean-Marie. Non, Oui. j'allais passer la parole à Céline, mais si tu n'as pas fini de ton côté, vas-y, continue. J'avais juste une question du coup sur ce qui vient d'être dit en fait j'ai
j'ai du mal à cerner en fait sur la frontière avec la micro-entreprise parce que de plus en plus d'artistes, du coup, je découvre beaucoup d'artistes qui sont sur ce statut, sauf que ils sont vraiment entre la frontière entre vraiment l'artisanat pur, c'est-à-dire des services pour les entreprises de leur domaine. Je sais pas, je pense notamment à un photographe qui va réaliser de nombreux reportages pour des professionnels, par exemple. Et du coup, à côté de ça, il va développer tout un volet artistique de séries de photographies personnelles. Et du coup, est-ce que les deux sont compatibles ou est-ce que c'est bien deux activités séparées voilà, juste un doute un peu sur ça parce qu'il y a beaucoup je pense notamment aussi à des costumiers, à des scénographes, à enfin plein de métiers comme ça un peu transversal et un peu qui touchent à tout quoi. Donc, je ne sais pas si c'est bien explicité, mais voilà Non, un peu j'ai bien compris mon la interrogation. question. C'est une question qui est assez récurrente parce qu'en fait, effectivement, il y a un flou là-dessus dans le sens où normalement toute activité artistique doit être sous le champ du statut juridique d'artiste-auteur. Mais c'est vrai que le statut de micro-entreprise a facilité un peu certaines créations d'activités qui sont un peu à cheval entre on va dire effectivement la pratique artisanale et la pratique artistique. Et du coup, il y a effectivement des artistes qui soit ont les deux statuts et du coup naviguent un peu entre les deux en fonction justement de ce que j'ai expliqué sur les activités accessoires, puisque notamment la réalisation d'ateliers, elle est assez limitée dans le cadre du statut juridique d'artiste-auteur, alors que dans le cadre d'une micro-entreprise, il n'y a pas forcément cette question-là Oui, qui se... ça va Voilà, être le barème au final qui va stopper ça, quoi. c'est ça. Et du coup, ça veut dire que, par exemple, un major, il va avoir cette activité professionnelle, on va dire commerciale, artisanale, voilà, de service en tout cas. Et en deuxième activité, c'est ça que vous me dites, il va du coup calculer, répartir en tout cas plus ses missions artistiques, c'est ça? Bah, en fait, en majeur ou en mineur, tout dépend de son volume d'action. C'est-à-dire que s'il il vend plus d'œuvres qu'il ne fait d'ateliers ou de prestations, il va avoir son statut d'artiste-auteur qui va être plus important que sa micro-entreprise. Mais ça, tout dépend effectivement de ce qu'il réalise concrètement. Et, ce Et, qu'il faut bien et faire l'URSSAF et la Maison des artistes ou la GESA, par exemple, c'est compatible du coup? ben, c'est l'URSSAF dans tous les cas, c'est juste que c'est un service Ok. différent de l'URSSAF qui est réparti ensuite dans les caisses Maison des artistes et AGSA. Ce qu'il faut bien faire, être vigilant, par contre, quand on mixe ces deux activités-là, c'est de faire en sorte qu'aucune facture de la micro-entreprise ne soit liée à de la création artistique, puisque là, pour le coup, l'AGSA, l'URSSAF pourrait aller vérifier ce qui se fait et du coup voir si c'est pas, ça rentre pas plutôt dans le champ de son statut d'artiste-auteur ou dans le champ de sa micro-entreprise. Puisque effectivement, la micro-entreprise n'est pas faite pour des actions artistiques. C'est pas faite pour être. Un artiste n'est pas censé être en micro-entreprise. Il y a des statuts spécifiques pour les artistes. Donc la micro-entreprise est vraiment pour des actions qui sont plutôt effectivement artisanales, prestations ou alors travailler un peu à la chaîne entre guillemets ou ce genre de choses. Alors, c'est vraiment difficile à comprendre pour moi. Je vais repartir plus d'un exemple concret personnel cette fois-ci. Moi, j'ai mon entreprise du coup en tant que graphiste cette fois-ci. Ouais. Moi, je suis dans l'activité pure artisanale. Si demain, par exemple, je veux faire une sérigraphie ou je ne sais trop quelle œuvre, comment je procède du coup? Tout dépendra du volume aussi de l'œuvre. C'est-à-dire que Ah, ok. c'est ça. C'est-à-dire qu'on considère un artiste aussi en fonction du nombre d'œuvres qu'il produit. C'est-à-dire que si vous faites un t-shirt que vous imprimez 150 fois, c'est plus considéré comme une œuvre d'art. Alors je suis d'accord, il y a des limites à ça, hein, puisqu'il y a aussi des œuvres qui sont multipliables à l'infini, en tout cas juridiquement, ce qui importe, c'est vraiment que on puisse considérer l'objet comme une œuvre et donc qu'elle soit pas non plus quelque chose de commercial, de diffusable à l'infini, de reproductible à l'infini, qui serait du coup de l'ordre entre guillemets de l'industrie ou de l'artisanat et qui du coup relève plutôt effectivement de la micro-entreprise. Et donc, du coup, ces informations-là, on les retrouve parce que là, on va parler plus de numérotation, par exemple, 10 exemplaires ou un certain nombre d'exemplaires, en tout cas, numérotés. Mais du coup, ça, on a ces informations où, du coup?
Alors, quand on veut des œuvres vraies, quand on veut des réponses hyper précises sur ces questions-là, il faut appeler la Maison des artistes, qui est aussi une association qui aide les artistes à créer leur statut. Il y a aussi, il y a aussi pour les artistes plasticiens en région de France une structure qui s'appelle la Malterie, qui est spécialisée aussi dans l'accompagnement des artistes à la création de leur activité en tant qu'artiste-auteur. Eh ben, merci beaucoup. J'ai une petite question aussi. J'ai une petite question aussi, Rémi. J'écoute. Ah d'accord. En fait, voilà, j'ai un ami il est saxophoniste. Il a ouvert sa micro-entreprise et en fait, quand il fait des prestations, des fois, il fait souvent des prestations assez tout seul dans des EHPAD. Et en fait, il m'a jamais parlé de statut artiste-auteur, donc il n'a pas le statut artiste-auteur, mais il fait tourner ça avec sa micro-entreprise, donc juridiquement, c'est pas légal en fait, quoi. Juridiquement, il n'est même pas non plus artiste-auteur. Juridiquement, il devrait être sous le statut d'intermittent du spectacle, puisqu'il est musicien. Ah d'accord. Je ne sais pas. En fait, par exemple, pour ce cas-là, par exemple, parce qu'il fait pas souvent ça, c'est pas son activité la plus importante. Mais quand il fait des prestations dans des EHPAD, ça lui arrive de faire ça 3 ou 4 fois par an seulement. Et en fait, il fait découler ça sur sa micro-entreprise, quoi. Oui, il a peut-être un rôle de formation ou d'animation plus que de pratique musicale. Peut-être. Je sais pas du tout. En fait, effectivement, toute la nuance, elle est là. C'est-à-dire que s'il se présente comme musicien et sur sa facture, il met concert ou je ne sais quoi, là, c'est complètement illégal puisque normalement, un musicien, il est intermittent du spectacle. Maintenant, si sur comment il se présente plutôt comme art thérapeute ou ce genre de pratiques qui sont plutôt de l'ordre de l'animation d'un atelier musical avec des patients, ce genre de choses, là pour le coup, effectivement, c'est une pratique qui n'est pas forcément que artistique, qui peut être aussi plutôt, qui pourrait relever d'une micro-entreprise. Tout dépend comment il présente ça. S'il présente ça comme un concert, c'est effectivement, là, il est hors les clous et il risque, si jamais il y avait un contrôle, évidemment, hein, c'est toujours le problème, c'est s'il y a un contrôle qu'on se pose ces questions-là. Quand il n'y en a pas, ça peut marcher comme ça pendant 20 ans. Mais effectivement, s'il y a un contrôle, c'est à ce moment-là qu'il pourrait avoir des soucis, puisque normalement, un musicien est intermittent du spectacle. Mais ça, l'intermittence, je vais y venir après. D'accord. Il y avait une autre question sur cette dimension d'artiste-auteur ou... S'il n'y a pas de questions, du coup, il y avait Céline qui nous avait rejoint également entre-temps. Je ne sais pas si Céline, tu as un micro qui fonctionne. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon, nickel. Super, donc j'ai bien le son, je m'excuse de mon retard et de ces problèmes techniques. Donc je suis ici parce que je suis artiste-auteur et je suis en train de monter une association où justement d'autres artistes intermittents auront l'occasion d'intervenir en fait. Très bien. Et donc ça vous parle, cette question du statut d'artiste-auteur, vous l'avez bien intégré? Alors oui, je l'intègre et je suis en cours d'intégration puisque c'est vraiment un statut en tant qu'artiste, parce que ça fait un petit moment, j'étais en tant qu'artiste libre, ils ont enlevé le statut. Donc aujourd'hui, je me retrouve à remonter le truc sur le statut d'artiste-auteur. Et effectivement, ce n'est pas très simple parce qu'il semblerait qu'il faut jongler avec le statut d'artiste-auteur et artiste-artisan en fait. Tout dépend effectivement de ce que vous faites et de votre activité principale. Mais en tout cas, ce que vous donnez comme information est très clair. Je vous remercie. Merci à vous. Donc, ce que je voulais continuer, donc c'est ce que ça a comme pour conséquence pour vous qui pouvez inviter ce type d'artiste-auteur. La première, effectivement, c'est donc de faire attention avec l'artiste sur la question des revenus accessoires, des activités accessoires notamment, puisque, comme je l'expliquais, il y a une limite au montant et au nombre de sessions qu'il peut faire. Il y avait notamment une question dans le quiz, donc pour ceux qui ont participé, qui était qu'est-ce que peut faire un artiste-auteur, et il y avait une proposition qui était faire un atelier toute l'année.
Et ça, effectivement, on pourrait se dire, tiens, un artiste-auteur, c'est assez logique qu'il anime un atelier toute une année avec des participants. Et en fait, dans la réalité du statut d'artiste-auteur, c'est limité à 5 jours par an. 5 jours pleins, donc ça représente quand même environ 35 heures d'atelier. Mais ça reste assez limité pour les gens dont, effectivement, on le sait, hein, les artistes vivent assez peu de la vente de leurs œuvres, et il y a aussi une grosse part d'activités autres que sont l'animation d'ateliers, les cours, etc. Mais c'est très limité dans le cadre du statut d'artiste-auteur, puisque, comme je l'expliquais, c'est des activités accessoires, donc limitées en nombre et limitées aussi en pourcentage du chiffre d'affaires, puisque ça ne doit pas dépasser 50% du montant des ventes et cessions de droits. Donc c'est vrai que ce statut-là, parfois, il est complété, comme on l'a dit, par un statut de micro-entrepreneur pour les gens qui font beaucoup d'ateliers, beaucoup de choses comme ça, qui peuvent du coup être relevés de ça, ou parfois aussi être complétés par un régime général quand ils sont embauchés par une structure pour animer des ateliers toute une année sous forme de CDD ou de CDI, ça peu importe. Donc pour le diffuseur, ce que ça implique aussi, c'est donc de créer un compte spécifique sur l'URSSAF, puisque c'est un compte qui est dédié à la rémunération d'artistes-auteurs, et donc de déclarer tous les trimestres les revenus des artistes qui ont été rémunérés, parce que ça leur permet de décompter en fait les charges sociales et patronales, et de rajouter aussi, puisque en tant que diffuseur, on a une taxe, enfin pas une taxe, une charge sociale supplémentaire qui s'appelle les 1,1%, puisqu'ils correspondent en fait à 1,1% du total brut de la prestation, qui sont à ajouter à la dépense de la facture de l'artiste, tout simplement. Donc ça, si jamais vous devez un jour rémunérer des artistes-auteurs, c'est important de créer ce compte, enfin de toute façon, vous n'aurez pas le choix, de créer ce compte et de procéder à ces déclarations. On peut passer maintenant à l'intermittence, sauf s'il y a encore des questions sur l'artiste-auteur. Ou ça vous paraît assez clair? Bon, excusez-moi, moi j'aurais une question. Moi-même qui serais en type commerce, est-ce qu'il faut également que je crée un compte sur SAF? Si vous rémunérez directement des artistes-auteurs, oui, effectivement. Même en étant un commerce? Oui. D'accord. Ok. Merci. Donc l'intermittence, il y avait aussi quelques questions dans le quiz. Effectivement, c'est un statut qui est assez, enfin d'ailleurs le terme statut n'est pas toujours le meilleur, qui est assez complexe, puisqu'il nous paraît toujours un peu étrange à appréhender, et c'est vrai qu'il a un fonctionnement qui est pas toujours simple quand on n'est pas du milieu. Donc en fait, ça concerne qui d'abord? Ça concerne des artistes, mais aussi des techniciens qui travaillent dans le spectacle vivant. Et aussi dans les créations audiovisuelles, dans le cinéma par exemple, il y a aussi pas mal d'intermittence, dans la télé aussi, même si c'est de manière abusive. On appelle ça les annexes 8 et 10, puisque en fait ce sont des annexes au régime général, au régime général de la caisse d'assurance chômage. Ce sont en fait, concrètement, les intermittents sont des chômeurs. Alors c'est un peu abrupt de dire ça, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils bénéficient d'indemnités journalières de chômage pour les périodes où ils ne travaillent pas, puisqu'ils ont des périodes de travail qui sont très courtes, très hachées et très aléatoires d'un moment à l'autre, d'une période de l'année à l'autre. Donc en fait, les intermittents, ils enchaînent ce qu'on appelle des CDD-U, des CDD mais d'usage. Donc c'est vraiment des périodes qui peuvent aller de un jour, hein, parfois plusieurs mois, hein, ça dépend vraiment des cas de figure. Et donc entre ces périodes-là, ils n'ont pas de revenus directs, donc Pôle emploi leur verse une indemnité journalière qui varie entre 38 € et 152 € en fonction de leurs revenus. Enfin voilà, c'est des calculs qui sont très complexes en fonction des revenus qu'ils ont eu l'année dernière. Enfin voilà, je vous passe un peu tous ces détails-là, mais c'est au moins que vous sachiez un peu comment ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'un intermittent du spectacle, il a de très nombreux employeurs qui sont très différents, qui peuvent être dans le domaine du privé, dans le domaine du public, dans le domaine associatif, et qui ont parfois aussi des politiques de rémunération très variables. Ça, il faut le savoir. La principale condition pour pouvoir bénéficier, entre guillemets, de ce statut d'intermittence, c'est d'attester de la réalisation de 507 heures de travail sur une année.
507 heures de travail, alors ça paraît pas beaucoup par rapport à un emploi à plein temps qui, si je dis pas de bêtises, est autour de 1600 heures par an. Mais c'est quand même, quand on a un métier qui demande quand même souvent, quand on sait qu'un artiste fait un concert, bah, avant, il y a aussi toute la phase de préparation, il y a toute la phase parfois de répétition qui n'est pas toujours rémunérée, il y a aussi toute la phase de conception et de création des œuvres qui n'est pas non plus toujours rémunérée. Et tout ce travail-là, du coup, s'il n'est pas rémunéré, ben, il faut pouvoir le faire dans l'année. Donc du coup, c'est pour ça que le nombre d'heures est assez réduit, mais il y a quand même beaucoup d'intermittents, enfin d'artistes qui ont du mal à atteindre ce nombre de 507 heures. On en a pas mal reparlé, notamment avec le Covid. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler pendant la période sanitaire, où on a parlé d'année blanche, parce que voilà, il était clair que pendant la période du Covid, quasiment aucun intermittent ne pouvait faire ces 507 heures, puisque tout était à l'arrêt. Donc du coup, ce qu'ils ont appelé une année blanche, c'est-à-dire que ce calcul des 507 heures, il s'est arrêté au début du premier confinement jusqu'à la fin de cette année-ci, jusqu'à 31 décembre 2021. Ça veut dire que pendant toute cette période-là, on n'a pas, ils ont continué à percevoir leur indemnité journalière, même s'il n'y avait pas eu ces 507 heures. Est-ce que ça va, c'est assez clair? Je considère que oui. Oui, c'est bon, merci beaucoup. Oui, oui, super. Du coup, pourquoi ce statut? Alors ce statut, il a pour but de donner justement du temps et la capacité à des artistes de pouvoir créer et diffuser des spectacles. Ça veut dire que ce régime, il est dédié uniquement à ça et normalement, il n'est pas prévu à d'autres activités. Tout ce qui est atelier, transmission, formation, tout ça, ça ne relève pas du champ de l'intermittence. Donc si un intermittent a envie de donner des cours ou a envie de faire une activité plus de formation ou ce genre de choses, il doit avoir un autre statut juridique pour pouvoir mener à bien ses missions. Et donc, ce temps-là n'est pas compté dans les 507 heures. C'est important à savoir parce que ça veut dire que du coup, comme pour les artistes-auteurs, c'est assez rare que des artistes ne vivent que de leur création et de la diffusion de leur spectacle. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui sont obligés à côté d'avoir un emploi à mi-temps, à plein temps parfois, ou d'avoir un statut d'auto-entrepreneur pour faire d'autres activités ou des activités de formation et de transmission qui ne relèvent pas de l'intermittence. Ceci étant dit, il y a quand même quelques possibilités pour des artistes de faire des activités, pour des intermittents, de faire des actions qui ne relèvent pas directement de la création et de la diffusion dans le cadre du champ de l'intermittence. Mais pour ça, il faut que ce soit absolument dans le cadre d'un spectacle. C'est-à-dire que quand un artiste crée, enfin quand quelqu'un emploie un artiste, un intermittent, il doit créer un numéro d'objet. Le numéro d'objet, c'est relié à un spectacle. C'est-à-dire que toutes les actions qui vont être menées pour embaucher cet intermittent doivent être reliées à ce spectacle. Si, admettons, j'accueille un spectacle, un concert, mais avant, j'ai envie qu'il rencontre une classe d'enfants et qu'il fasse un petit atelier, voilà. Je peux, dans ce cadre-là, considérer que l'atelier est en lien avec le spectacle, et d'ailleurs, dans les faits, ce sera le cas, puisqu'il va réutiliser les instruments qu'il a créés spécifiquement pour ce concert ou je ne sais quoi. Et dans ce cas-là, je peux le rémunérer dans le cadre de l'intermittence pour cet atelier, parce qu'il rentre dans le numéro d'objet de la diffusion de ce spectacle. Donc pour ça, il peut y avoir quelques actions qui peuvent rentrer dedans. C'est notamment le cas pour beaucoup de spectacles qui nécessitent une participation d'amateurs, de figurants, ou de ce genre de choses, et donc pour lesquels il y a des répétitions en amont. Des artistes qui viennent une semaine avant le spectacle et qui du coup s'imprègnent dans le territoire et rencontrent des gens, etc., mais qui vont nourrir la création du spectacle. Tout ça, ça peut rentrer dans le cadre de l'intermittence. Mais un cours régulier, par exemple, dans un atelier théâtre, dans un centre social ou ce genre de choses, n'est pas censé relever de l'intermittence. J'ai une question à ce propos. Oui. Par exemple, si on prend le chemin inverse, on va imaginer un artiste qui donne une prestation musicale, par exemple, ou un groupe d'artistes, suivi d'un sorte d'atelier masterclass, vous savez. Est-ce que l'atelier masterclass peut être compté dans les heures d'intermittence ou pas?
Oui, à partir du moment où on considère que c'est le même numéro d'objet. Donc dans ce cas-là, il faudra justifier que l'atelier, enfin après c'est justifié, c'est toujours en cas de contrôle, hein. On est d'accord, c'est D'accord. voilà. Donc c'est montrer qu'il y a vraiment un lien entre l'atelier ou le masterclass et la production, la diffusion du spectacle. Puisque c'est dans ce cas-là, le cachet, il sera avec le même numéro d'objet qui correspond au spectacle. D'accord. L'autre petite exception, c'est pour les établissements d'enseignement artistique qui sont agréés par l'État, par exemple les lycées qui font intervenir des comédiens pour les ateliers et théâtres, mais c'est limité à 55 heures par an maximum, donc ça reste assez marginal et c'est vraiment des établissements qui sont agréés par l'État, donc c'est pas n'importe lesquels. Du coup, un intermittent. Si vous voulez accueillir un intermittent, c'est un salarié. Ça veut dire qu'il faut à un moment établir un contrat de travail et une fiche de paie pour cette personne. Sauf, évidemment, si par exemple, admettons, vous voulez faire intervenir un groupe ou une compagnie et qu'eux, ils ont leur propre structure juridique associative ou d'un autre statut. Dans ce cas-là, effectivement, vous n'êtes plus l'employeur, vous faites juste appel à une prestation de cette compagnie ou de ce groupe de musique. Donc, dans ce cas-là, vous n'êtes plus l'employeur. Mais là, ce dont on parle, c'est vraiment quand vous êtes directement en train de rémunérer un intermittent du spectacle. Donc, si vous êtes employeur, ça veut dire qu'il y a aussi toute une série de déclarations, de cotisations, de charges sociales qui vont être imputées à votre activité. Comment on fait? Dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit j'ai entendu quelqu'un parler de la licence d'entrepreneur du spectacle, j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Ça concerne toutes les structures qui ont l'intention de faire plus de 6 représentations par an. C'était une des questions dans le quiz, hein. Une association, elle peut faire jusqu'à 6 représentations par an sans avoir l'obligation d'avoir la licence d'entrepreneur du spectacle, sauf les structures qui ont comme code APE 9001Z, puisque ce code APE, en fait, c'est entreprise du spectacle. Donc, ça veut dire que comme leur activité principale, c'est l'entreprise du spectacle, ils sont de fait obligés d'avoir la licence d'entrepreneur du spectacle. D'accord, et excusez-moi. Oui. Excusez-moi de vous couper, mais le code APE 901Z, ça peut être lié à une micro-entreprise du coup? Non, puisque une micro-entreprise n'est pas censée faire du spectacle vivant. D'accord, d'accord. Donc c'est généralement une association, par exemple, si dans ses statuts, elle a un peu trop mis en avant le fait qu'elle allait diffuser, organiser des spectacles ou des concerts, elle peut être directement par l'URSSAF, j'ai un trou. L'INSEE. Par l'INSEE, voilà, elle peut être décrétée comme étant 9001Z, et si du coup elle est 9001Z, si elle veut, dès le premier spectacle, si elle veut faire organiser quelque chose, elle doit faire la demande de licence. Donc pour toutes les autres associations ou autres structures, il y a même les entreprises, hein, je le dis pour la personne qui va ouvrir une épicerie, il y a la possibilité de passer par le GUSO. Donc c'était une des questions aussi, le guichet unique du spectacle occasionnel, qui est en fait vraiment un système simplifié pour je prends l'exemple de l'épicerie, vous êtes une épicerie, mais vous avez envie dans le cadre de cette entreprise d'organiser un concert, je ne sais pas moi, pour les 10 ans de l'ouverture de l'épicerie, vous n'êtes pas obligé de faire la licence d'entrepreneur du spectacle et toutes ces démarches. Vous pouvez passer par le guichet unique du spectacle occasionnel, qui va lui-même déclarer auprès de toutes les caisses et répartir les charges sociales. Parce que pour que vous le sachiez, un intermittent du spectacle, ça a un coût de charge sociale qui est très important, charge sociale et patronale qui est très important. Par exemple, en moyenne, hein, puisque ça dépend de la rémunération, du type d'emploi, etc. Mais en moyenne, on considère que pour passer du net au coût employeur, il faut multiplier par 2. Un artiste qui reçoit 50 €, il coûte 100 €. Donc c'est quand même pas rien.
Et donc, il y a un certain nombre de caisses d'allocation pour la retraite, pour la maladie, pour etc., auxquelles il faut distribuer ces cotisations. Et donc, ça, c'est le GUSO qui centralise et qui s'occupe de tout. Donc, c'est très bien pour toutes les structures qui font moins de 6 représentations par an. Et c'est pour ça que c'est important de bien réfléchir avant de se lancer dans la démarche de licence d'entrepreneur, puisque voilà, à partir du moment où on fait cette démarche-là et où du coup on envisage de faire plus de 6 représentations par an, c'est plus le GUSO qui va s'en occuper. Donc la licence, en quelques mots, il y a 3 types de licences. Il y a la licence pour les diffuseurs, il y a les licences pour les producteurs et la licence pour les exploitants de lieux. C'est-à-dire qu'en fait, on peut n'avoir qu'une de ces 3 activités. Il y a des gens qui sont juste, les compagnies par exemple, elles peuvent être juste producteurs de spectacles et ensuite elles les vendent. Mais elles ne sont pas diffuseurs en direct. Elles n'organisent pas elles-mêmes une diffusion d'un spectacle. Dans ce cas-là, elles prennent juste la licence de production. Il y a des structures qui n'ont pas forcément de lieu en propre à utiliser, donc ils n'ont pas forcément besoin de cette licence exploitant de lieu. Enfin, voilà, elles peuvent être indépendantes. Et donc maintenant, donc elles sont nécessaires dès qu'il y a 6 représentations par an, ou si le code APE est 9001Z, ça je l'ai déjà dit. Et maintenant, c'est une déclaration qui se fait en ligne auprès de l'ANDRAC, donc ça, a priori, il y en a qui s'y sont déjà frottés cette année, donc c'est quelque chose qui est assez, voilà, qui n'est pas complexe en soi, et qui par contre, pour le renouvellement, demande un certain nombre de démarches de vérification, de liste de ce qui a été fait, etc. Mais qui en soi n'est pas non plus une montagne administrative, mais qui par contre implique des réalités d'employeurs et de diffuseurs qui sont assez, qui peuvent être assez lourdes. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou c'est assez clair pour tout le monde? A priori, c'est bon. Super, merci. En sachant que j'ai été assez vite sur la présentation, que du coup, on a largement le temps pour prendre le temps d'étudier des cas particuliers, de répondre à des questions précises, voilà, d'aller un peu plus loin si vous voulez sur certaines choses qui vous posent un peu question ou qui vous titillent. Donc voilà, je finis juste là, il reste 2-3 slides et ensuite, si vous voulez, on peut prendre le temps d'échanger sur vos cas particuliers. Donc, ce que j'ai voulu là dans cette slide, c'était surtout vous inciter à vous poser les bonnes questions avant de faire intervenir un artiste. Vous, en tant que diffuseur ou employeur ou invitant d'artistes, qu'est-ce que vous devez vous poser comme question? La première, c'est d'abord quel type d'artiste? Est-ce que ça va être plutôt justement un artiste-auteur ou un intermittent du spectacle? Ça n'implique pas du tout les mêmes choses en termes de déclaration, de réalité juridique, de réalité administrative. Pour vous, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est important de se poser cette question-là, parce que si, admettons, dans la médiathèque, vous étiez dit dès le départ, je n'accueillerai que des artistes-auteurs, ben voilà, il y a des questions qui ne se posent pas en termes d'intermittence et ça simplifie certaines questions. Inversement, si vous voulez absolument inviter des artistes intermittents, il y a d'autres questions. Ensuite, la deuxième question, c'est pourquoi je l'invite? Est-ce que je l'invite d'abord pour un spectacle ou pour autre chose? Si c'est pour un spectacle, bon, il y a la question de la diffusion, du nombre de 6 représentations maximum par an, mais du coup, en tout cas, le statut d'artiste-auteur et d'intermittent, il est absolument logique, puisque un spectacle, c'est leur métier, c'est pour ça qu'ils sont faits, qui sont faits, et du coup, il y a d'autres questions en moins à se poser. Se pose par contre la question de si je l'invite pour un atelier. Est-ce que c'est un atelier dans le cadre d'un spectacle, dans le cadre d'une exposition, ou est-ce que c'est un atelier issu, complètement hors de toute considération de création ou de diffusion? Dans ce cas-là, il faudra voir avec l'artiste, est-ce que lui, il n'a pas atteint son quota d'activités accessoires, est-ce qu'il n'a pas atteint son quota d'heures d'intervention? Enfin voilà, il y a des questions qui se posent du coup en lien avec ça. Mais par exemple, une chose qui est totalement admise et pour laquelle il n'y a pas de souci, vous invitez je sais pas moi, un illustrateur à faire une exposition dans une médiathèque, voilà, vous l'invitez, vous lui payez des sessions de droit pour la présentation de son travail, et en même temps, vous lui dites, bah, tiens, j'aimerais bien qu'on fasse une petite rencontre publique autour d'un vernissage, que tu parles un peu de ton travail, etc.
Ça, il n'y a pas de souci, ça rentre dans le cadre de son activité principale, puisque c'est vraiment en lien avec une exposition qui est là. Donc, il peut vous faire une session de droit, il n'y a pas de souci. La troisième question à se poser, c'est, bon, ok, je sais pourquoi je veux l'inviter, je sais qui je veux inviter, je sais dans quel cadre je veux l'inviter. Maintenant, est-ce que moi, je peux le payer directement ? Il y a des cas où ça va être compliqué, parce que, vous allez vous dire, peut-être que c'est plus simple si il a une compagnie, plutôt que de payer le musicien directement, peut-être que c'est sa compagnie ou son groupe de musique qui a une structure juridique qui va le rémunérer, et moi, ils me font une facture, et c'est peut-être plus simple pour moi. Mais ce n'est pas toujours possible, parce qu'il y a aussi des artistes qui n'ont pas de compagnie ou de structure juridique, et qui du coup doivent être rémunérés en direct. Donc là, vous allez pouvoir vous poser, est-ce que je suis dans ma limite des 6 représentations par an? Est-ce que je suis dans ma limite de... Est-ce que je peux continuer à travailler avec le GUSO, ou est-ce que je dois passer par une autre étape? Enfin, voilà, c'est la troisième question. Et enfin, la quatrième question, vous ne savez pas répondre tout à fait aux 3 autres, ou alors vous êtes coincé parce qu'il y a une démarche que vous n'êtes vraiment pas capable de faire tout seul. Du coup, vers qui je peux me tourner si j'ai des questions? Plusieurs choses. Soit c'est juste une petite question précise, genre je ne sais plus c'est combien d'heures exactement qu'ils ont le droit, ou je ne sais plus exactement dans quel cadre ils ont le droit de faire ça. Les 2 sites principaux, c'est Pôle emploi spectacle pour les intermittents du spectacle, qui est quand même assez bien fait. Il y a un onglet pour les artistes, un onglet pour les diffuseurs, et en fonction de ça, on peut avoir des réponses assez claires sur la plupart des questions d'ordre précis, on va dire. Pareil pour les artistes-auteurs, il y a donc ce site qui s'appelle la sécurité des artistes-auteurs, et qui réunit l'AGESA et la Maison des artistes, et sur laquelle vous allez pouvoir trouver des réponses assez simples sur, voilà, j'ai envie d'inviter un artiste-auteur, comment je dois faire, quelle déclaration je dois faire, etc. Et si vraiment c'est des questions un peu complexes, donc je l'ai dit effectivement, pour les artistes individuels qui créent leur activité en tant qu'artiste-auteur, il y a la Malterie qui existe, il y a la Maison des artistes qui existe. Pour les questions qui sont un peu entre les deux, où vous ne savez pas trop vers où aller, ou alors c'est des questions un peu plus longues, c'est-à-dire que vous avez envie aussi de peut-être aller vers une démarche de licence d'entrepreneur du spectacle, ou de devenir un peu plus acteur de la diffusion ou de la création de spectacles. Je peux répondre à vos questions, je peux vous accompagner aussi sur ces démarches-là, ou en tout cas vous orienter vers les bonnes personnes s'il y a besoin. Toujours en lien évidemment avec vos conseillers de la BGE Picardie, hein. Je ne suis pas là pour les remplacer, mais pour les épauler sur certaines questions précises. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de mon PowerPoint. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur certains points, si je peux apporter des réponses à des on va dire à des cas particuliers, n'hésitez pas, on a du temps. Merci beaucoup, Rémi. Est-ce que vous avez des cas concrets, des questions particulières? Bon, moi, je vais en poser. Ah, pardon, Céline. Céline? Bonjour. Alors, donc, j'expliquais tout à l'heure que j'étais artiste-auteur, que je montais une association. Je voulais savoir, les statuts de l'association, on les passe, hein, c'est pas. Je voulais savoir si, en tant qu'artiste-auteur, je pouvais me rémunérer moi-même par rapport à l'association. Enfin, je ne sais pas si ma question est claire. Elle est très claire. Merci. Et quelles sont, dans ce cas-là, les conditions en tant que, je ne sais pas, pour faire une intervention d'action painting ou toutes ces choses-là? Alors, elle est très claire parce qu'elle est très couramment posée, puisqu'il y a beaucoup effectivement, de collectifs d'artistes qui se créent sous forme associative, dont les artistes font généralement partie, ou sont généralement, en tout cas, moteurs dans le bureau, le CA ou ce genre de choses. Effectivement, à partir du moment où on est bien évidemment clair que les actions qui sont mises en place sont des actions artistiques, il n'y a pas de souci pour qu'il y ait une rémunération sous le statut d'artiste-auteur.
Il faut évidemment bien différencier ça de la gestion de l'association. C'est absolument différent. Après, ce qui peut se poser comme question, c'est est-ce que c'est des personnes qui sont vraiment très très impliquées dans le CA, par exemple le président et le trésorier? Est-ce que c'est très 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 récurrent? Enfin voilà, c'est à ce niveau-là que peut-être peut se jouer la question de du coup se pose la question de la lucrativité de l'association et donc son potentiel analyse par les services des impôts en les assujettissant à la TVA. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant aussi sur le volume, sur la récurrence, mais ponctuellement, c'est tout à fait possible. Merci. Cyril, je crois que vous vouliez poser une question, non? Je vois que Jean-Marie a la main levée, mais Non, pour moi, tout est clair là. Jean-Marie a la main levée. Justement, sur cette question, un prof de musique, souvent, ça va être une association qui va faire une prestation. Enfin, c'est très louche et je ne comprends pas du coup comment ils sont rémunérés en fait. J'arrive pas à identifier le truc. Un prof de musique? Non, mais enfin, je dis un prof de musique, mais c'est un exemple tout bête, mais ils sont pas. Enfin, en fin de compte, est-ce que comment on fait pour rémunérer l'intervenant qui n'est pas forcément artiste, auteur, etc. Mais du coup, c'est au nom de l'association, c'est facturé, quoi. C'est de la presta, quoi. Et bien derrière, eux, ils salarient la personne en régime général. Ah oui, ok. Donc là, du coup, tout simplement, c'est un CDD, un CDI, un truc, quoi. Voilà. Tant qu'il n'est pas dans son contrat de travail, c'est pas marqué qu'il est artiste, mais qu'il est, je sais pas moi, animateur d'atelier. Animateur, bah exactement. Ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Mais mais dans un contrat de travail, ne peut pas être écrit, en tout cas au régime général, ne peut pas être écrit artiste musicien ou chorégraphe ou ce genre de choses. Par contre, un intervenant, un animateur d'atelier, c'est possible d'être rémunéré au régime général. Et ça peut être la même personne, mais simplement, il ne faut pas que le contrat au régime général il fasse apparaître la quelconque mention que c'est un artiste. Ce qui veut dire aussi que ça implique des choses très différentes en termes de ressources humaines, puisque être salarié, ça veut dire aussi avoir un lien de subordination. Donc, un artiste-auteur, il n'y a pas de lien de subordination avec. Il peut faire, entre guillemets, ce qu'il veut tant qu'il respecte le cadre de la commande, puisque c'est une prestation. Par contre, un intermittent du spectacle, lui, il est salarié de la structure, donc pour le coup, il va respecter des horaires, il va respecter des cadres très précis en termes de législation du travail. Et du coup, sur un point de vue... Alors, pardon, il y a quelqu'un qui avait parlé aussi. Non? Non, mais c'est bon, je peux patienter. Non, vas-y, Cyril, parce que du coup, c'est peut-être plus en lien avec ce qu'on vient de se dire là. Moi, c'est autre chose. Ouais, c'était un peu pour rebondir sur la question. En fait, c'était concernant, par exemple, on prend un prof de musique, donc qui a une micro-entreprise où il donne des leçons de musique. Donc jusque-là, tout va bien, je pense. Et en fait, donc à côté, ce prof de musique, il a aussi des ateliers. Est-ce que ces ateliers-là, donc ces ateliers peuvent compter sur son intermittence du spectacle, d'après ce que j'ai compris, s'il y a un lien avec un concert ou une prestation. Mais si c'est uniquement un atelier, il peut faire tourner ça dans sa micro-entreprise. Tout à fait. D'accord. Et d'ailleurs, il n'aura pas le choix, puisque un atelier tout seul ne peut pas être dans le cadre de l'intermittence, puisque c'est forcément rattaché à un numéro d'objet de spectacle. D'accord, merci bien. Et justement, du coup, pour prolonger encore cette réflexion, mais est-ce que les partenaires publics institutionnels, du coup, voient d'un bon œil tous ces micro-entreprises, ces artistes plus ou moins indépendants? Artistes-auteurs, j'ai l'impression que c'est quand même plus cadré comme l'intermittence de manière générale. Enfin, c'est une sensation que j'ai à la fin de ces slides. Par contre, là, la micro-entreprise, je me perds plutôt parce que du coup, j'ai l'impression que les partenaires publics veulent à chaque fois des contrats de travail clairs, enfin une sorte de cohésion, de cohérence, en tout cas dans le projet aussi.
qu'ils soient associatifs, artistiques ou quoi que ce soit. Mais du coup, la micro-entreprise, c'est un peu l'esprit, j'aime pas du tout dire ça, mais un peu Uber, quoi. Enfin, c'est chacun fait ce qu'il veut et du coup, s'ils veulent plus du jour au lendemain assurer leur mission, bah, ils ont le droit, quoi. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est une crainte du coup par les partenaires? Alors c'est assez complexe comme question parce que en même temps, je pense que d'un côté ça les arrange bien parce que ça leur permet de faire en sorte que les statuts d'artiste-auteur et d'intermittent soient aussi cadrés et du coup, s'ils ont envie de faire autre chose, ils développent leur micro-entreprise. Et en même temps, il y a beaucoup d'institutions qui effectivement ont un regard sur le fait que les artistes qu'on fait intervenir, les personnes qu'on fait intervenir, ce sont des artistes professionnels. Donc ça veut dire qu'ils ont un statut professionnel. Donc ça veut dire qu'ils sont soit intermittents, soit artistes-auteurs. Et ça, du coup, pour eux, c'est important aussi de vérifier ça, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous vous présentez, vous, en tant que structure qui fait intervenir des artistes professionnels, si derrière, en fait, l'artiste que vous invitez, l'artiste que vous invitez, du coup, il est micro-entrepreneur, il y a un souci puisque vous n'êtes pas cohérent avec ce que vous affichez comme valeur. Par contre, c'est donc ce que je disais au début, voilà, ils ne donnent pas non plus les moyens pour que les statuts d'artiste-auteur soient suffisamment souples pour que des artistes puissent ne faire que ça, puisque concrètement, à moins de vendre ses œuvres sur le marché de l'art en permanence ou d'être exposé dans tous les musées, enfin, je veux dire, c'est impossible de vivre que de son activité d'artiste-auteur. Donc, on est obligé à côté de faire des ateliers, de donner des cours dans un lycée, de donner des cours dans une institution, dans un centre social, ce genre de choses. Et ça, pour le coup, ça ne relève pas du statut professionnel. Donc, il y a un peu un double discours, entre guillemets, mais voilà, c'est entre les services plutôt, on va dire, DRAC d'un côté, et de l'autre, des services qui sont plutôt fiscaux, voilà, administratifs. Donc, du coup, c'est un peu complexe. Effectivement, les artistes, ils se retrouvent un peu pris entre ces deux choses, et du coup, ils se rabattent souvent sur le statut de micro-entreprise qui est, lui, complètement flou et dans lequel tout peut quasiment rentrer, et du coup, où ils peuvent faire, où ils se retrouvent, ils sont plus libres, mais qui les valorisent pas totalement dans leur travail d'artiste professionnel. Je sais pas si c'était clair. D'ailleurs, je vais encore un peu rebondir sur ça. Est-ce qu'il y a déjà eu des débats vis-à-vis des autorités publiques, à savoir ne plus faire de distinction entre une activité artistique sous forme d'atelier d'enseignement et une activité artistique sous forme de spectacle? Est-ce qu'il y a déjà eu des débats sur ça ou pas? Bah, très régulièrement, oui, il y a comment dire, des syndicats professionnels ou en tout cas des collectifs d'artistes comme le CAP, CAAP, qui militent auprès des élus, auprès du gouvernement pour que justement ces statuts-là ils soient plus souples pour permettre la prise en compte, en tout cas de. Est-ce que c'est moi ou on a perdu Non, je pense qu'on a perdu. Voilà. On n'a plus de son. On n'a plus de son d'un coup. Non. Non, on n'entend plus rien. Il était en train de parler, il a touché à rien. C'est magique, Teams. Ça change les réglages d'un coup. Ouais. Célestin, tu vois quelque chose de notre côté qui pourrait être à l'origine de ça? T'as raison, Marie-Laure, c'est de la faute de Célestin. Oui. Ah, c'est dommage. Non. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Donc, Rémi a fait le choix de partir et de revenir. Je pense que c'est un bon choix. Oui, effectivement. Voilà, ça devenait trop complexe en fait. C'est pour ça que le son a coupé. Voilà, hop. Il arrive. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Nickel.
Oui, parfait. Ils ont Nickel. failli me censurer. Ouais. Alors, en fait, la dernière minute, là, si tu pouvais... Ouais, bah, je n'avais pas dit grand-chose. Je disais qu'il y a un peu d'hypocrisie dans toute l'utilisation de ces statuts, puisque le plus gros employeur d'intermittents du spectacle, c'est notamment France Télévisions. Et France Télévisions utilise en fait des gens, les rémunérant en intermittence, pour pas les rémunérer en CDI. Parce qu'ils sont effectivement de l'ordre de machiniste ou de caméraman ou ces métiers-là qui peuvent être des intermittents, mais ils leur font des CDD en permanence qui renouvellent, et donc des CDD d'usage. Et donc du coup, ils sont intermittents, mais en fait, concrètement, ils ont qu'un employeur. Et c'est pas du tout l'idée normalement du statut d'intermittent. Et du coup, ils abusent de ce statut-là parce que ils savent que du jour au lendemain, si l'émission elle s'arrête, bon bah c'est tout, il y a pas de souci de CDI à rompre ou ce genre de choses. Et Donc c'est vrai que pour ça, il profite, enfin l'État lui-même profite de ces statuts-là, alors même qu'ils font tout pour faire en sorte que les gens n'en profitent pas. Enfin voilà, il y a beaucoup de questionnements là-dessus. J'avais une question. Outre le fait de ne pas faire les 507 heures de travail, Ouais. quelles pourraient être les autres raisons pour lesquelles on perdrait son statut d'intermittent? Euh, c'est principalement des questions administratives, voilà, parce que ça, pour le coup, les intermittents, ça demande un gros travail pour eux de tous les mois renvoyer leurs fiches de paie, etc., ce genre de choses. Bah, enfin voilà, s'ils font pas la preuve de tout ce qu'ils ont fait, Pôle emploi peut très vite leur tomber dessus et les radier du statut. Après, ça peut être aussi un déménagement à l'étranger ou ce genre de choses. Mais il y a pas de, c'est vraiment cette question des 507 heures qui est la principale cause. Ou alors, après, ce serait un abus justement du statut d'intermittence pour faire des choses qui ne seraient pas de l'ordre de l'intermittence. Ça, c'est possible aussi. Et parce que j'ai déjà entendu des intermittents du spectacle qui refusaient de prendre un mi-temps ou un quart-temps salarié pour un autre job, de peur de perdre leur statut d'intermittent alors ils continuaient pour autant à avoir leurs 507 heures. Ouais. Est-ce que c'est un loup justifié, injustifié? Pourquoi ils Oui, mettent ça en il y a effectivement quelque chose comme ça, là pour le coup qui est hyper technique, qui dépend effectivement, les 507 heures doivent être faites enfin s'il y a une rupture d'un contrat, et ils doivent ensuite prouver qu'après la rupture de ce contrat, ils ont fait 400 heures ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment très complexe comme statut, parce qu'en fait, ils ont ce qu'on appelle une date anniversaire à laquelle ils ont commencé leur activité. Et c'est vraiment chaque année à la même date qu'ils doivent prouver ces 507 heures. Donc si entre-temps ils ont pris un CDD de 6 mois qui s'arrête juste 2 mois avant la fin de leur date anniversaire et que du coup dans ces 2 mois-là ils n'ont pas fait le nombre d'heures nécessaires en plus, pour prouver qu'ils ont fait 400 heures jusqu'à cette date anniversaire, ils sont coincés. Donc effectivement il y a aussi des complexités comme ça qui font que parfois ils refusent des CDD ou des CDI parce que ça les met ça les met en porte-à-faux par rapport à Pôle emploi. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour Pôle emploi, un intermittent, ça reste un chômeur. Donc, il doit être en permanence à la recherche d'un emploi stable. Et que du coup, s'ils ont un CDD, ben, normalement, pour Pôle emploi, le CDD ou le CDI est prioritaire par rapport au statut d'intermittence. D'accord, ok. Merci Rémi. Ce qui est aussi parfois un peu complexe, c'est que, donc je le disais, hein, dans l'annexe 8 et 10, il y a l'annexe 8 qui correspond à tout ce qui est les métiers de la technique du spectacle vivant. Et là, pour le coup, effectivement, il y a parfois des gens qui sont embauchés en intermittence parce qu'ils sont maçons, mais qu'ils sont maçons spécialisés dans le spectacle vivant et qui font des constructions de scénographie ou ce genre de choses. Et du coup, pour Pôle emploi, c'est important pour eux de vérifier que c'est bien un maçon du spectacle et pas un maçon qui va faire le mur de la maison du voisin sous forme d'intermittence. Donc c'est assez compliqué comme système. Ça pose beaucoup de questions juridiques, administratives, mais qui en même temps
vachement intéressant pour tous les artistes qui arrivent à atteindre ces 507 heures, parce que on sait bien que c'est pas en vendant, en faisant 20 concerts qu'ils vont vivre. Donc il faut que ces indemnités journalières, ça leur permet aussi de ne pas avoir à chercher un travail à côté permanent, et donc du coup de pouvoir passer du temps à de la création, à des rendez-vous avec des partenaires, à des rendez-vous pour inviter les gens à acheter leur spectacle, etc. Tout ce travail-là, ils le font aussi sur ce temps-là, quoi. Le temps de résidence est considéré comme un temps de... C'est la même chose? Le temps de création, lui, peut être considéré comme un temps de résidence, de répétition, tout ça, ça peut être rémunéré comme dans le cas de l'intermittence. Mais, et c'est là qu'est le gros du mais, généralement, les structures qui invitent des artistes n'ont pas forcément les moyens de payer toutes les résidences, tous les temps de répétition des artistes. Donc il y a aussi beaucoup de temps que les artistes passent en résidence ou en répétition sans qu'ils soient payés, alors que légalement, ils devraient l'être. D'accord. Ok, merci. Parce que quand on imagine qu'un spectacle, en moyenne, hein, je dis un spectacle, c'est 2 mois de répétition, de création à répétition. S'il y a 5 comédiens, 2 mois, ça monte vite très 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 cher. Alors, moi, j'avais peut-être une dernière question du coup sur les cachets. Isolés, groupés, et puis aussi un truc qui s'appelle les AEM. Et voilà, je pense que c'est bon. Qu'est-ce que c'est un peu en quelques mots peut-être, du coup je suppose que je trouverai plus d'informations aussi sur Internet, mais en quelques mots du coup c'est quoi tout ça? Alors les cachets, déjà ça ne concerne que les artistes et pas les techniciens. Les techniciens, oui. Voilà, c'est un truc spécifique. Un cachet, donc c'était une des questions du quiz auquel tu n'as pas pu participer puisque il y a eu un truc de connexion, c'est pas grave. Pardon. Un cachet, ça correspond à 12 heures de travail pour un artiste. Donc ça veut dire que quand il doit atteindre ses 507 heures, il suffit de diviser 507 par 12 pour voir le nombre de cachets qu'il doit faire. Donc un cachet, en général, on paye un cachet pour un concert ou pour un spectacle, on dit on te fait un cachet, et voilà, ça correspond du coup au temps d'installation, de répétition avant le concert, et puis de spectacle, de démontage, enfin voilà, il y a aussi tout ce travail-là. Donc l'AEM, c'est l'attestation employeur mensuelle, c'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un document que tous les mois, l'intermittent doit prouver qu'il a été payé auprès de Pôle emploi et donc renvoyer ces documents-là à Pôle emploi ou alors que l'employeur doit envoyer lui-même à Pôle emploi, ça dépend un peu des cas. Ok, merci beaucoup. Ok. Et j'ai une question aussi, est-ce qu'on peut être intermittent du spectacle et à la fois avoir une micro-entreprise? Oui, à partir du moment où les deux activités sont distinctes, c'est-à-dire que la micro-entreprise ne permet pas de diffuser du spectacle. Et ça pose toujours la question que on peut être intermittent, mais encore faut-il, pour avoir les indemnités journalières, atteindre ces 507 heures. Donc si tout ton temps est passé sur le développement de la micro-entreprise, peut-être que tu ne vas pas atteindre tes 507 heures, et du coup tu auras cotisé énormément, puisque comme je le disais, c'est grosso modo la moitié qui passe dans les cotisations sociales, sans que ça te permette de bénéficier des indemnités journalières. D'accord. Et parce que intermittent du spectacle, comme tu nous l'as dit, donc on est encore demandeur d'emploi et donc rémunéré par jour. Mm-hmm. Mais justement, l'ambiguïté, c'est qu'en tant qu'auto-entrepreneur dans une micro-entreprise, c'est assez ambigu parce qu'on n'est pas censé être demandeur d'emploi. On n'est pas censé être demandeur d'emploi en tant que micro-entrepreneur. Ouais. En tout cas, je sais que ça pose pas de souci que tu puisses faire les deux. D'accord. J'ai jamais entendu. Non, ça pose pas de problème. Je pense qu'il faut envoyer justement l'attestation de chiffre d'affaires mensuel de la micro ou trimestrielle si ça a été choisi par trimestre. Et du coup, en fin de compte, Pôle emploi fait son calcul de savant avec ses logiciels automatiques et répartit du coup le reste d'indemnité chômage si vous avez encore ces droits actifs.
dans le cadre de l'activité de micro, et du coup, en parallèle, il fait ses calculs aussi pour l'intermittence. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, quoi que vous fassiez quand on est intermittent, Pôle emploi spectacle, il va vérifier ce que vous avez fait et il peut du coup considérer certaines rentrées d'argent enfin, il peut vous les compter dans votre revenu global, puisque comme c'est des indemnités chômage, et du coup, il peut décaler votre période d'indemnité journalière, puisque vous avez déjà d'autres revenus. En fait, c'est vraiment des calculs d'apothicaire que là, Pôle emploi il fait avec les intermittents et que les intermittents régulièrement sont obligés de les appeler pour dire qu'il y a un problème. Et puis, enfin voilà, là pour le coup, chaque cas est très 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 particulier. Ah oui, d'accord, ouais. C'est bien compris, merci. C'est encore plus complexe quand il y a un arrêt maladie. Voilà. Bon. Je crois que les questions... Est-ce que vous avez encore des questions? Oui? Non, parce qu'en fait, on arrive à... J'aurais voulu savoir si, par exemple, pour la dame qui a un projet d'épicerie, ça vous paraît assez clair si jamais l'année prochaine vous ouvrez, vous avez envie de faire intervenir un artiste sur la manière dont ça peut se passer ou... Oui, tout à fait, oui. Alors déjà, merci pour tout parce que malgré que je ne savais pas grand-chose, j'avais appris beaucoup de choses. Donc, c'était très enrichissant. Et oui, c'est beaucoup plus clair pour moi. Donc, voilà, après, c'est comme vous dites, hein, c'est par rapport à la prestation, au coût, à ce que ça va engendrer. Voilà, c'est un calcul à faire effectivement avant de se lancer. Mais oui, sinon c'est super, merci. Vous avez répondu à toutes mes questions. Parce que l'idée dans le projet, c'était j'ai cru comprendre que vous vouliez animer un peu le village à travers des événements, ce genre de choses. Du coup, ce serait dans le cadre de l'entreprise ou alors c'est aussi peut-être avec une association indépendante ou... Ça serait les deux. Voilà, ça peut être les deux. Ça peut être Donc, voilà, tout à fait. Donc en fait, déjà la mairie fait des animations à côté. Et moi, en fait, je voulais justement faire d'autres animations, faire venir voilà, des spectacles ou des choses comme ça autour du recyclage et tout ça. Je sais que moi, j'ai mon cousin qui est artiste, justement, et il joue avec du bambou. Et sa femme danse à côté avec des feuilles et tout ça. Donc, ça reste vraiment dans l'esprit du spectacle. Et ça changerait voilà, d'avoir ces choses-là ici. D'accord. Voilà. Donc, c'était voilà, la question de savoir comment les faire rémunérer, comment les faire venir, participer, comment ça se passe pour eux. Et puis, pour moi également, par rapport à l'entreprise. Là, c'était vraiment par rapport à l'entreprise. Dans le cadre de l'entreprise, c'est vrai que le Guzo est aussi accessible aux privés, hein, aux entreprises, même aux particuliers d'ailleurs. C'est bon à savoir. Si vous voulez faire un anniversaire ou je ne sais quoi, un goûter avec un musicien professionnel, vous pouvez le rémunérer dans le cadre du Guzo en tant que particulier. Vous venez de me donner une idée là. Je n'avais pas pensé à celle-là, faire des anniversaires. Merci. Ce qui est bien sur le village d'Edith, c'est ce village est proche d'une ville médiévale et on peut faire de grosses manifestations autour de ça aussi. Il y a très souvent des manifestations à proximité, donc c'est intéressant. Il est 17h40. Écoutez, nous avons fait un super caout. Est-ce qu'éventuellement on pourrait avoir rapidement des réponses sur les questions qui n'auraient pas été traitées au travers de ta présentation pour ceux qui... Oui, bien sûr. Je pense qu'on les a à peu près toutes. Je pense la dernière et j'aimerais bien savoir quelles étaient les bonnes réponses. Alors attends. Je peux le mettre en ligne comme ça. Je peux le mettre voilà, je vais partager mon écran comme ça. Je vais vous montrer les questions pour ceux qui n'ont pas pu y participer. Et puis, voilà. Hop. Je vais faire comme ça.
Donc la première question, c'était est-ce que je peux rémunérer un artiste au régime général? Donc la réponse est non, évidemment, puisqu'un artiste, c'est jamais au régime général. Ou alors, c'est pas en tant qu'artiste, il peut être rémunéré pour autre chose au régime général, mais pas en tant qu'artiste. Artiste-auteur est un statut juridique spécifique, oui, on l'a vu, j'ai expliqué un peu comment il fonctionnait. On peut faire intervenir un artiste-auteur pour, alors, n'importe quelle mission, bah non, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas possibles en tant qu'artiste-auteur. Présenter ses œuvres, oui. Animer un atelier toute l'année, donc non. Il peut animer un atelier dans le cadre d'une exposition ponctuellement et de manière encadrée, mais pas toute l'année de manière régulière. Parler de son travail, ça j'ai expliqué que c'était possible aussi. Un artiste-auteur peut bénéficier de la sécurité sociale et cotiser pour la retraite. Donc, je le disais, c'était s'il gagne plus de 9 000 € par an, c'est-à-dire 900 SMIC horaires brut. Voilà. Ensuite, la licence d'entrepreneur du spectacle, j'ai expliqué. Donc, si représentation possible, c'est possible pour une association qui n'a pas la licence d'entrepreneur du spectacle. Au-delà, il la faut obligatoirement. Et je ne l'ai pas précisé dans la question, mais il y a effectivement les associations qui ont une code APE 9001Z qui doivent l'avoir aussi. Vrai ou faux, un intermittent du spectacle peut être embauché pour donner des cours? Eh bien non, c'est faux, sauf si voilà, la question était un peu simplifiée, mais sauf si on est un établissement agréé par le ministère, voilà, mais bon, c'est assez rare puisque vous n'êtes pas a priori ni des établissements agréés par le ministère, ni des lieux, ni le ministère directement. Pour bénéficier de l'allocation journalière, un intermittent doit justifier de 1 heure de travail sur l'année, 303 heures de travail, 507 ou 865, donc c'était 507. Un cachet, donc je l'ai dit aussi tout à l'heure, un cachet correspond à 12 heures de travail. Et puis, le GUSO, c'est ce dont on vient de parler tout à l'heure, c'est effectivement un dispositif simplifié pour les employeurs occasionnels d'intermittents. Voilà. Donc, je ne sais pas si, du coup, Super. Non, je vois très bien, mais c'est en même temps une belle révision, une synthèse de tout ce que tu viens de dire. Et je te remercie. Nous te remercions beaucoup. C'était hyper clair. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je pense qu'on est tous pas mal dans le même cas. Et ouais, comment ça va se passer? Dès que nous aurons terminé l'enregistrement, et ça, c'est Maître Célestin qui est aux manettes, nous vous ferons parvenir ce webinaire. Comme je le vous disais, ça sera donc sur YouTube, mais en accès privé. Et je pense que tu peux nous envoyer peut-être aussi ton PowerPoint à part. Oui, bien sûr, c'est un PDF, donc je peux l'envoyer sans souci. Je vois juste, entre parenthèses, que Cyril a posé la question de savoir quel était le village d'Edith, par curiosité. Edith? Oui, je me situe à Pierrepont, entre Marle et Laon. D'accord. Voilà, donc merci à tous. D'accord, parfait, merci. Merci à tous et écoutez, on vous souhaite une excellente soirée et à très, très bientôt. Si je n'ai rien oublié, mes chers collègues, vous me dites, mais je crois qu'on a tout dit. Tout dit, parfait Marie-Laure. Merci beaucoup Rémi, merci à tous. Merci pour vos questions. Une bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci. Bonne soirée, au revoir.